En fait, j'en profite pour vous parler. J'oublie tout le temps là, de passer ça dans à peu près toutes les formations que je donne. Vous allez trouver du matériel aussi sur mon site web, rivoilant.com. Il y a plusieurs articles que j'ai écrits. Vous allez me trouver aussi sur LinkedIn et sur YouTube aussi. En fait, je me suis fait un peu une mission là, de faire du matériel en français. Vous allez trouver du matériel français et anglais aussi, là, mais les articles sont tous disponibles en français. C'était des demandes de certains clients de dire: Hey, y a-t-il quelque chose qu'on peut faire lire à notre personnel là, au niveau de la maintenance? Fait que vous allez trouver des vidéos YouTube aussi qui sont peut-être le fun là, à présenter à vos gens d'opération ou à d'autres personnes à l'interne. Fait que j'ai travaillé pour en fait, un bon portefeuille de clients. Fait que, tu sais, oui, débuté avec, parti ma compagnie avec Chevron, mais d'autres clients aussi dans le oil and gas dans lequel je suis passé, des scieries, des minières, des papetières, compagnies alimentaires, des contrats pour d'autres firmes de consultants et aussi plusieurs municipalités, là, Montréal, Aruba, la région de Halton en Ontario, Longueuil, Ville de Québec. Fait que c'est tous des clients avec lesquels j'ai travaillé. Fait que objectif général de la formation, en fait, je vais être honnête avec vous autres, là, dans les 2 derniers jours, j'étais un petit peu stressé. Je regardais, il y avait plusieurs personnes qui ont parlé d'indicateurs de performance. On a parlé de DMS ou de gestion quotidien. Fait que, ouais, je dis là, ouf, il y a l'air d'avoir plusieurs personnes qui connaissent déjà là, beaucoup les indicateurs de performance. On va essayer de ne pas répéter qu'est-ce qui s'est dit côté DMS, côté indicateur de performance. Mais objectif général, de connaître les indicateurs de performance standards utilisés en maintenance. On va avoir un peu plus un focus côté maintenance, mais on va aussi parler, là, bon, en fait, comprendre et calculer ces indicateurs de performance-là, utiliser et présenter comment les utiliser et les présenter. Et on va parler aussi de c'est quoi un bon indicateur versus un mauvais indicateur. Fait que, indicateur de processus, fait qu'introduction, on a pas mal, on a terminé. Fait on va parler d'indicateurs de processus. On va parler d'autres indicateurs aussi. Fait que, oui, on a des indicateurs de processus de maintenance. On va parler un petit peu des indicateurs de production. On en a parlé dans les 2 derniers jours pour aider avec notre partenariat côté production-maintenance. Un petit peu de benchmarking, la notion de range time, la notion de backlog et finalement, pour finir un peu à discuter de budget qui, n'en déplaise à certains, sert d'indicateur de performance aussi. Fait que les bons indicateurs de performance vont favoriser les bons comportements. Êtes-vous d'accord avec ça? C'est vrai? Il n'y a pas trop de monde qui dit le contraire. Donc, on va refaire un exercice un peu à la Jean Robert, de discuter ensemble comment vos leaders utilisent ces indicateurs de performance-là. Là, je prends un exemple. Là. Typiquement, vous connaissez peut-être la phrase « Qui intéresse mon boss me passionne ». On va rediscuter de ça. Je donne un exemple. J'ai un gestionnaire de maintenance qui les seules questions qu'il pose à son superviseur de maintenance, c'est où est-ce qu'on est rendu d'un projet dans le département. Fait que lui, c'est ça qui suivait. Demandez-y pas où ce qui était dans ses maintenances préventives. Ça ne l'intéressait pas pantoute. Qu'est-ce qu'un bon indicateur de performance? Je ne sais pas si Michel Côté il est là, on avait une discussion de corridor, mais avec les groupes d'amélioration continue dans les usines, on se bat des fois avec des indicateurs contradictoires. Il y a plein d'indicateurs standards qui existent déjà en maintenance. Et là, oups, il y a une gang d'amélioration continue qui arrive, puis ils nous imposent des indicateurs qui ne sont pas toujours appropriés côté maintenance. Un exemple typique, le respect des dates. Fait que là, on a des demandes de travail avec des dates. Les demandeurs vont mettre une date là-dedans. Et finalement, on reçoit la demande côté maintenance, mais on a peut-être zéro contrôle là-dessus parce qu'on n'a pas les pièces. Est-ce que c'est un bon indicateur ou pas? Et finalement, indicateur proactif versus réactif. C'est quoi un indicateur qui va être proactif versus
un indicateur qui va être réactif. Fait que je vous donne l'exemple. Quand on regarde un budget, bien, un budget, c'est par après. Donc, ça va être un indicateur qui est beaucoup plus réactif. Fait que qu'est-ce qu'on peut avoir comme indicateur côté proactif? Fait que je vous demanderai, ceux qui sont des tables de peut-être juste 2, de vous joindre aux autres tables à côté de vous autres. On va refaire un 10 minutes. J'aimerais ça que vous parliez ensemble de ces 3 questions-là et qu'on amène ensuite là, à partager là, nos commentaires en lien avec ça. J'ai malheureusement pas de beau timer à vous mettre là, à l'écran, là, mais je vais vous informer du temps. Est-ce qu'il y a des volontaires pour parler de la discussion qu'ils ont eue à leur table là, concernant ces 3 éléments-là? Ou c'est moi qui vais assigner, ça ne sera plus volontaire, ça va être désigné. Ici, je pense beaucoup de gens de la STM, vous avez l'air d'avoir une bonne discussion sur le sujet. Oui, fait que je ne sais pas si tout le monde a compris qu'est-ce qui s'est dit. D'avoir, en fait, là, dépendamment des niveaux dans l'entreprise, bien, il y a des indicateurs de performance qui vont être intéressants pour les gestionnaires, puis d'autres qui vont être plus intéressants pour le niveau plancher. Je ne sais pas s'il y avait encore d'autres points que vous voulez discuter. Ça fait Parfait. Hein, vous avez dit des choses intéressantes ici aussi. Y a-t-il des volontaires pour parler? Je vous laisse vous battre. Bon. Eh boy. Bien, on a eu un leader à notre table qui nous a dit c'est quoi qu'il voulait regarder, qu'est-ce qu'il observait. Fait que lui, il dit moi, je veux savoir les PM réalisés. Je veux avoir plus de 80 de ma cédule. OK, excellent. Le deuxième, les PM critiques, moi, je veux avoir un 100 de réalisation sur ça. Bon, maintenant, je les veux sur un tableau dynamique qui se met à jour, un genre de Power BI. Puis là, les indicateurs proactifs, réactifs, on était un peu rendus là. Puis moi, j'ai dit, un indicateur, là, bien, ça l'indique le passé. Donc, c'est pas vraiment proactif, à moins, comme Stéphane l'a si bien mentionné, que ça soit des tendances, des trends. Là, on peut voir venir puis dire, je prédis une réaction prochainement grâce à mon indicateur, mais on est peut-être dans le champ. OK. Y a-t-il une dernière table qui veut parler? En fait, nous, on a dit pour la première question, comment les leaders voient les indicateurs, c'est pour aller chercher la main-d'œuvre pour réaliser nos calendriers versus pour le bon indicateur de performance. C'est le taux de réalisation qui donne donne la réalité des tas des PM réalisés par chaque semaine. OK. Versus la performance. Et pour le troisième point, c'est proactif, réactif. Normalement, nous autres, on a des KPI chaque semaine mensuels. Ça donne une vision. Est-ce qu'on est vraiment à la maîtrise de nos calendriers versus qu'est-ce qu'on peut corriger? Bien, je dirais là, que quand on parle de proactif versus réactif, c'est beaucoup ça. Fait que je devrais voir le respect de mes entretiens préventifs comme un indicateur proactif. Fait que si je ne fais pas mes entretiens préventifs, quelque part,
il risque de m'arriver des problèmes. Donc, on devrait voir ça comme un indicateur qui est un exemple d'indicateur proactif. Je reviens juste à la première ligne, là, comment vos leaders utilisent les indicateurs de performance. C'est ce qui va faire la différence aussi dans l'organisation quand vous allez implanter vos indicateurs de performance. Fait que si vos leaders ne s'intéressent pas à ça, ne les suivent pas, vous allez vous mettre des indicateurs de performance, puis oups, à un moment donné, ça va tomber parce qu'il n'y a pas d'utilisation de ces indicateurs-là. Et peut-être mon dernier commentaire là, avant de changer de slide. J'ai souvent fait ce commentaire-là, en fait 2-3 fois dans des entreprises. Est-ce que vous avez des indicateurs de complaisance? J'ai passé chez 2-3 clients des beaux tableaux, des belles écrans qui indiquent des indicateurs de performance, mais je n'ai jamais entendu personne prendre des décisions à partir de ces indicateurs de performance-là. Je fais le lien avec ce qui se disait hier. Je pense que c'était Jean-François de Kruger qui disait ça. Bien, il y avait des rencontres, dans leur rencontre de DMS, où est-ce qu'ils discutaient des indicateurs de performance. Si vous avez des indicateurs de performance, il ne faut pas, comme je dis, que ce soit des indicateurs de complaisance. Il faut qu'ils servent à quelque chose. Pour moi, c'est très Toyota, là. Les indicateurs de performance sont là pour m'indiquer si la situation est normale ou pas normale. Puis même, je pense que c'était la table ici qui discutait de ça. Il parlait de... Vous aviez quelque chose que vous avez dit en lien avec ça pour dire, oups, ça va me dire si la situation, ça va bien ou ça ne va pas bien. Il me semble que vous avez discuté de quelque chose en lien avec ça. Oui. Je dirais aussi peut-être être capable de cerner les situations bénéfiques pour être capable d'améliorer un processus. Les situations bénéfiques. Ce que je veux dire par là, c'est que il y a le normal puis il y a l'anormal, mais des fois, il y a des situations où on a un gain. Puis souvent, les KPI, on a tendance à les utiliser pour voir les moments anormals, mais des fois, il y a des gains. Puis il y a des choses qui font en sorte que, par exemple, une production va être meilleure ou améliorée, puis on ne saura comme pas trop pourquoi, mais le KPI va l'indiquer. Ça pourrait être capable d'utiliser cette force-là pour augmenter, disons, la barre qui est normale. En fait, une des discussions qu'il y avait d'une des tables, c'était de dire, OK, oui, le chiffre, mais le pourquoi de ce chiffre-là, là, de comprendre qu'est-ce qui est... Pourquoi on a eu 50 %, bien, pourquoi, qu'est-ce qui explique ce chiffre-là? Je donne 2 exemples ici de respect de la cédule. J'ai un à gauche, respect de la cédule, qui est pas mal constant. Un autre à droite. Levez la main ceux qui préfèrent celui de ce côté-là. OK? Puis levez la main ceux qui préfèrent l'autre. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe dans mon côté, de ce côté-ci? Exact. Fait que, si on regarde ici dans mes derniers points, je me ramasse avec une tendance à la baisse. Moi, j'aime moins ça que de voir, oups, il est peut-être arrivé un événement ici que, bon, bien, ça ne s'est pas bien passé. Pour une raison X, on n'a pas réussi à rencontrer notre cédule, mais la situation est revenue à la normale par la suite. C'est un peu une des logiques qu'on avait là, dans les indicateurs de performance chez Alcoa, de dire, bien, c'est quoi les règles, puis quand est-ce qu'on se met à ne pas être content de nos indicateurs. Fait que le directeur d'usine, il regardait ça, oups, il est arrivé un one-time. D'habitude, ces départements-là sont à peu près à 83-84 % de respect de la cédule. Là, ils ont été à 50 % une semaine, mais ça ne s'est pas répété sur les semaines suivantes. Fait que si ça s'était répété sur ces semaines-là, là, au bout de 3 fois, il aurait peut-être dit à ce département-là, « Hey, là, qu'est-ce qui se passe dans votre département? Arrivez-moi avec un plan d'action ou une solution, là, ça va pas bien. » Et dans l'autre cas, ça va être la même chose ici. Bien là, ça fait 3...
pèse pas sur le bon bouton. Ça fait 3 semaines en ligne que je suis en train de descendre dans mon respect de la cédule. Il y a probablement quelque chose qui se passe là, dans ce département-là. Donnez-vous des règles de dire comment est-ce qu'on interagit avec nos indicateurs. Parler d'indicateurs de processus de gestion. J'imagine que tout le monde ici, vous avez un certain processus comme ça, où est-ce que je fais des demandes de travail, je les approuve, je les planifie, je fais l'ordonnancement de ces... Fait que je crée une cédule à partir de ça, je les exécute, je les ferme, et des fois, la fermeture, exemple mes PM, va nourrir des nouvelles demandes de travail. Et oui, malheureusement, je vais avoir un bypass ici. Il y a peut-être des choses que, dès que ça va être approuvé, ça va dire « Hey, non, ça ne s'en va pas en planification. On s'en va directement en exécution parce que c'est une urgence. » On veut mettre en place des indicateurs sur notre processus. Puis, avant de vous présenter mes processus chouchous, je vous lance les questions suivantes pour un autre petit atelier. C'est quoi qu'on veut mesurer dans notre processus? C'est quoi les points importants dans ce processus-là, puis qu'est-ce qu'on veut mesurer? Et de se poser la question en même temps, c'est quoi qu'on veut améliorer? Si on ne se mesure pas, en fait, Deming qui disait, là, on ne peut pas améliorer ce qu'on ne mesure pas. Et finalement, comment est-ce que les cibles sont établies? Là, je ne sais jamais si on doit dire les cibles ou les objectifs pour nos indicateurs de performance. Est-ce que c'est établi selon une certaine logique? Est-ce que ce n'est pas logique? Est-ce que c'est un one size fit all? Ceux qui ont plusieurs usines, plusieurs départements, bien, tout le monde doit atteindre, mettons, le 85 % de respect de la cédule, ou vous avez une certaine adaptation de dire, bien, tel groupe, ils ont un indicateur qui est adapté en fonction de leur maturité, où ils parlent de plus loin, puis j'ai telle autre usine dans mon groupe que eux autres sont meilleurs. L'objectif y est mis plus haut. Est-ce que vous adaptez vos cibles? Et je vous relance une discussion là, de 10 minutes là, sur ce sujet-là. Nous, dans le fond, on a discuté là, de qu'est-ce qu'on veut mesurer dans notre processus. Bon, mais on a parlé beaucoup du respect de cédule. Nous, on a une personne qu'on retire de nos équipes pour les bris de cédule. Donc, on le met ses câbles. Il va être en mesure d'aider d'autres équipes. Puis, ça fait en sorte que respecter notre calendrier chez nous, si on dit un respect à 100 %, il nous reste quand même de la place pour des bris de cédule. Fait que, l'objectif, c'est ça. Toujours viser, aim for the moon si tu veux faire quelque chose de gros. Fait qu'on vise 100 %. Puis, qu'est-ce qu'on veut améliorer? Bien, c'est encore dans l'exactitude, la clarté de la définition de ces KPI-là. Il se glisse un peu de bruit dans ces données-là. Fait qu'on n'a pas une confiance aveugle dans les résultats qu'on a dans nos KPI encore, de par l'interprétation de qu'est-ce que ça veut dire, quand est-ce qu'on va regarder la cédule, quand est-ce qu'on la considère comme terminée. Les gars qui font la programmation de la cédule des KPI, bien, c'est pas eux autres qui font la planification, c'est pas eux autres qui vivent la réalité de faire la cédule. Fait qu'il y a comme encore plus de communication à avoir là, entre les départements à ce niveau-là. OK. Puis au niveau de vos cibles, y a-t-il des choses que vous travaillez présentement là, pour définir c'est quoi les objectifs de chacun de ces indicateurs-là? Bien, comme je disais, par rapport justement au respect de la cédule, on vise un 100 %, sachant que notre 100 % d'adhérence, disons, à la cédule n'est pas un chiffre qui ne permet pas d'avoir de bris de cédule ou d'urgence. Okay. Parce qu'on en planifie, on ordonnance, si on veut, des heures de disponibilité là, pour ces bris de cédule-là. OK. Merci. Je pense que je ne vous ai pas fait parler tantôt. Est-ce quelqu'un qui est prêt à parler? Vas-y. Nous, de notre côté, ce qu'on a parlé beaucoup, c'est, si je parle pour ProLam chez nous, temps d'arrêt, Paccard, on parlait de capacité perdue. Fait que ça, c'est des choses qui nous parlent. Nombre de bris d'équipement. Indicateur aussi de nos bad actors.
sur quoi on doit se concentrer pour, si on veut régler nos problèmes. Après ça, au début, on a dit aussi là, notre efficacité, notre performance. Ce qu'on veut mesurer, c'est ce qu'on veut améliorer. Ce qui va déjà bien, on ne veut pas nécessairement le mesurer. Puis les cibles, ce qui a été mentionné, c'est qu'on va vouloir ajuster les cibles pour se donner des targets qui ne sont pas nécessairement décourageants. On va vouloir s'améliorer tranquillement, pas vite, mais pas décourager notre monde. OK. J'aime bien quelque chose que tu as dit. Est-ce qu'on veut mesurer des choses qui vont bien? Fait que des fois, on perd un peu de notre temps avec ça. Fait que je vous donne un exemple que je voulais vous parler en lien avec ça. Je suis une formation, à un moment donné, on est avec des anciens de Toyota, puis là, il y en a un qui lève la main et qui pose la question. « Hey, vous autres, chez Toyota, il dit, est-ce que vous suivez le MTBF puis le MTTR sur toutes les machines? » Fait que le gars, il a répondu, pas en tout. Il dit, on s'assure qu'il y a un char qui sort à toutes les 55 secondes, puis quand on se met à avoir un problème, parce que là, on ne sort pas une auto à toutes les 55 secondes, mais là, on va aller essayer de trouver c'est quoi le problème, puis là, sur l'équipement qui est à problème, là, il dit, on va se mettre à mesurer ces types de choses-là pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, mais il dit, on ne dépense pas d'énergie à mesurer tout sur tout. C'est une problématique, effectivement, dans certaines entreprises. C'est oui, j'aimerais ça être capable d'avoir des données sur tous mes équipements, mais ce n'est pas toujours si facile que ça à aller chercher ces informations-là et aussi de les analyser. Donc, c'était le point que je voulais vous dire côté qu'est-ce qu'on veut mesurer dans notre processus, en fait. Aussi, ça va peut-être évoluer dans le temps. Puis juste peut-être revenir en arrière, une chose, là, il y a des gens qui se questionnaient là, par rapport à ce processus-là, parce que là, ils disaient « Hey, Serge, je ne suis pas sûr que je comprends là, ton processus. C'est-tu juste les demandes de travail ou il inclut les maintenances préventives aussi à l'intérieur de ça? C'est sûr que je vais inclure aussi les maintenances préventives. Par contre, beaucoup de chances que vos maintenances préventives n'ont pas besoin d'être approuvées. J'espère que non. Ils tombent tout de suite en planification et on va les ordonnancer. Puis là, le pire qui va arriver, c'est que peut-être qu'on va les annuler ou on ne les fera pas. C'est une des choses qu'on va mesurer. Je vous amène ici mes indicateurs chouchous, puis je vous ai préparé une feuille qui explique, dans le fond, comment calculer ces indicateurs-là là, pour ceux que ça va intéresser. C'est quoi? Puis en fait, ça, c'est les benchmarks, classe mondiale. C'est quoi mon pourcentage d'urgence? Je voudrais avoir moins de 5 d'urgence. C'est quoi mon pourcentage de bris de cédule? Fait que d'avoir moins de 10 de bris de cédule. Respect de la cédule, 85 et plus. Puis là, j'arrête ici 2 secondes. Respect de la cédule, 85 et plus. Y en a-tu qui trouvent que ce n'est pas assez élevé ou ça semble correct, 85? Ça devrait-tu être 90 à la place? En fait, c'est réaliste. J'amène un point par rapport à ça parce que j'en ai vu qui essayaient de viser plus haut que ça. Et puis, 85 de respect de la cédule, de ne pas avoir d'urgence, le zéro panne. Je vais inclure là-dedans, là, dans ce 5-10 %-là, ça se peut-tu que vous ayez une stratégie run to fail des fois sur des équipements, puis que ça va être ça qui va être la stratégie la plus payante dans certains cas, de dire, bien, je vais accepter que tel équipement, il va briser, puis je vais intervenir quand il va briser. Et oui, ça va me prendre une certaine marge de manœuvre dans ma cédule pour intervenir sur ces équipements-là. Mais je ne peux pas me permettre d'avoir des maintenances préventives ou des inspections qui sont blindées sur tous mes équipements. Oui, François? C'est exactement. Fait que, de tenir compte aussi, ça se peut que j'aille des absences. Il va arriver certains pépins. Donc, 85, je vous dirais, là, ça reste un excellent... c'est déjà assez difficile là, d'atteindre
cet objectif-là là, de 85 et plus. Respect des maintenances préventives. Il y avait quelqu'un qui parlait qui voulait que ça soit 100. Je suis juste resté réaliste, c'est-à-dire, je n'ai pas vu beaucoup de monde là, qui réussissait à rencontrer 100 de leur programme de préventif. Fait que je mets plus autour là, de 95 %. Normalement, vos maintenances préventives, ils devraient se faire, puis s'ils ne se font pas, questionnez-vous. Combien d'heures on passe à faire des maintenances préventives? C'est-tu des choses que vous mesurez? Levez la main ceux qui mesurent leur temps homme en maintenance préventive. OK, super. 20 à 30 dépendamment du type d'organisation que vous êtes, dépendamment aussi des corps de métier. Certains corps de métier, ça va être un petit peu moins en maintenance préventive. D'autres, ça va être un petit peu plus. Et je veux vous raconter une petite histoire que j'ai vécue. Avec Alcoa, en fait, on avait, à un certain moment donné, le Corpo avait commencé à publier, on était peut-être autour de 2006, le Corpo avait commencé à publier des indicateurs de performance. Il y avait 2-3 indicateurs, me semble, le respect de la cédule, le respect des PM, c'était des indicateurs qui étaient publiés toutes les semaines. Puis là, tu avais un graphique qui sortait à toutes les semaines avec toutes les usines. Et puis là, les usines ici au Québec étaient quand même très bons. Il était dans le top 5 de la liste, mais là, oups, il y a une usine américaine qui sort le respect de la cédule 100 % et les autres étaient tout autour là, de 80, 84, là, ils étaient plus dans ces environs-là. Puis là, tout le monde se questionnait, disait, voyons donc, comment ça, cette usine-là, elle a 100 %. Puis là, ils s'appelaient tous entre eux autres, dire, hey, toi, tu as travaillé là-bas, ils sont-ils si bons que ça? Il me semble que non. Fait que là, finalement, laisse la poussière retomber un peu. La semaine suivante, paf, encore 100 %. Fait que là, ça recommence à jaser sur le pourquoi de ce 100 % là. Et on se mesurait vraiment là, pur et dur. Là, entre guillemets, les usines ici au Québec avec qui je travaillais, bien, on cédulait 100 % de nos ressources. Fait que là, le 84 % qu'on avait, mettons, c'était un vrai 84 %. Ce n'était pas un 80 fois 80. Et là, finalement, au bout de 3 semaines, que la même usine américaine a toujours 100 %, bien, le Corpo, il y a du monde qui ont chialé. Puis là, le Corpo débarque dans cette usine-là, aller essayer de comprendre qu'est-ce qui fait qu'ils, entre guillemets, sont si bons que ça. Et là, de se rendre compte qu'eux autres, leur cédule, bien, ils cédulaient 50 % de leurs heures, puis ils gardaient 50 % pour les imprévus. Fait que donc, ils obtenaient 100 % de respect de leur cédule, mais dans les faits, si on aurait cédulé à 100 %, on aurait eu juste 50. Fait que là, le Corpo a dit, OK, on comprend ce qui se passe, on va rajouter quelques indicateurs pour essayer que ça ne soit pas possible de fausser ça. Fait que, oui, là, on va publier aussi à quel pourcentage, dans le fond, vous montez vos cédules, mais on était vraiment de l'école de planifier 100 % de nos heures hommes et de planifier, en fait, dans notre cédule, bien, de garder des jobs de basse priorité pour dire, bien, qu'est-ce qui va disparaître de notre cédule? Ça va être ces jobs-là qu'on va repousser ou annuler dans notre cédule. Il faut que ça te fasse mal si tu veux t'améliorer. Et finalement, indicateur de backlog, en fait, 2 à 4 semaines de backlog prêt, 4 à 6 semaines de backlog total. Dans les dernières semaines, j'ai donné beaucoup de formations et on avait des grosses discussions par rapport à ces tailles de backlog-là. Quand on parle d'un backlog comme ça, là, qu'est-ce que ça inclut? Est-ce que mes projets devraient être là-dedans? Non. Fait que je devrais exclure mes projets de ça. Je devrais exclure mes maintenances préventives. Mes maintenances préventives, ils devraient être faites, puis ils ne devraient pas faire partie du backlog. Fait que ça devrait être 4 à 6 semaines de vraiment un backlog qui est du correctif, qui est des choses qui sont susceptibles de me péter à la figure, entre guillemets. Et je reviens une ligne au-dessus quand on parle du 2 à 4 semaines de backlog prêt. Bien, pour les planificateurs, si mon backlog est trop petit, ça va être difficile
de faire une belle cédule. Fait qu'il faut que j'aille un juste niveau de job prêt pour être capable de préparer ma cédule. Merci. Oui. Pour revenir à 2 à 4 semaines de backlog, là, on parle qu'on ne peut pas faire 100% de nos PM. Mais ceux qu'on n'est pas capable de faire, est-ce que ceux-là, on va les intégrer dans notre backlog ou on va les traiter d'une façon différente? Je vais dire, ça dépend un peu. J'ai plus tendance à les traiter d'une façon différente, puis aussi de faire attention de les PM qui vont rester dans mon backlog. Si c'est un an que je n'ai pas fait, bien, il va traîner un peu dans mon backlog. Si c'est un entretien préventif ou une maintenance préventive que je fais à la semaine, bien, à un moment donné, ça ne donne rien. Là, quand même que j'aurai un backlog de 6, j'ai gardé 6 de ces BT-là en arrière, je ne peux pas rattraper ça. Et c'est quoi la bonne pratique par rapport à ça? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous cancellez le plus vieux ou vous cancellez le plus récent? Exactement. On cancelle toujours le plus récent pour garder un historique de savoir quand est-ce qu'on l'a fait la dernière fois. Exactement. Vous êtes tous d'accord avec ça? Oui. Tu veux dire par là qu'on peut dépasser de 15 le délai qu'on a pour faire l'arrêt? Si on fait des tâches, puis on finit à même date, à même heure. OK. Attends une minute, je ne suis pas sûr à 100 que je comprends la... Le respect de la cédule. Oui. À 85 Oui. Est-ce que c'est... On se permet de dépasser de 15 la date de fin de l'arrêt ou on retire des bons de travail juste OK. à 15 Là, je comprends plus je comprends plus la question. En fait, peut-être un petit peu plus de contexte. Normalement, cette semaine, je devrais faire mon plan pour la semaine prochaine. Fait que je définis une série de bons de travail, que ce soit correctif, préventif, projet, etc. Je viens faire ma cédule avec ça. Je m'entends avec, mettons, le jeudi, on s'entend, production, maintenance ensemble, puis dire, hey, ce plan-là, il est réaliste, ça se fait. Fait que là, la semaine suivante, on commence à exécuter ces travaux-là. Fait que c'est le respect de cette liste de travaux-là pour la semaine complète. Je m'excuse, moi j'étais dans un mode d'arrêt. De shutdown. Oui. Oui. C'est pour ça que je trouvais que ça... Effectivement. On pourrait en reparler un peu plus loin là, d'indicateurs de shutdown, mais pour moi, ça serait une autre mesure sur mon arrêt, puis de mesurer, dans le fond, combien, entre guillemets, combien j'étais off là, dans cet arrêt-là. Fait que oui, en fait, là, vraiment, dans ce cas-là, cédule, je parle vraiment plus de maintenance hebdo que de maintenance de shutdown. Juste une question sur l'heure passée sur le PM, c'est 20 à 30 ça veut dire c'est le temps que j'ai pour tous les mécanos pendant une semaine. Je veux planifier 20 à 30 PM et 80 à 75 sur l'urgence ou sur travaux. Fait que tu vas avoir, disons, là, prenons ça simple, on va avoir à peu près 30 de maintenance préventive qu'on va faire, qu'on va avoir mis dans notre cédule. Tu vas avoir un 50 à peu près de travaux là-dedans, que ça va être des correctifs qu'on a mis. Et ensuite, je vais finir avec d'autres travaux. J'ai peut-être certaines demandes de l'opération, des jobs de CSST, un 10 de projet aussi avec ça. Oui. Oui. La préparation, c'est pas juste sur la machine. En atelier, Fait que oui, j'ai peut-être des travaux de préparation aussi qui sont planifiés à l'intérieur de ça. Et juste faire une anecdote sur ça, ce 20 à 30 de travaux là, de temps passé en maintenance. Est-ce que pour la plupart d'entre vous autres, êtes-vous là? Est-ce que vous passez à peu près là, 20 à 30 de vos heures en maintenance, typiquement?
Fait que je fais juste une anecdote là-dessus. À un moment donné, autant chez Alcoa qu'une autre entreprise que j'avais travaillé, les gars, ils trouvaient ça souvent plate de faire des entretiens préventifs. Puis, on fait un diagnostic. Cette entreprise-là, ils passent à peu près 9 de leurs heures à faire de la maintenance préventive. Là, on dit que c'est nettement pas assez. Il faut doubler au moins la quantité de temps qu'on passe à faire des entretiens préventifs. Un an plus tard, ils sont rendus à 18-19 de temps à faire des maintenances préventives. Puis là, c'était plate à 9 à 18-19 ça doit être rendu plate en maudit. Ah non, les gars, ils aiment ça. Ah oui, comment ça, ils aiment ça? Ah oui, il dit avant, on s'est rendu compte que notre programme d'entretien préventif, il était mort. Fait qu'on envoyait un gars faire une maintenance préventive. Il nous disait, bon, ben j'ai inspecté telle machine, puis il faudrait remplacer le bearing de la tourelle. 3 mois plus tard, le même gars retournait faire la même maintenance préventive. Bien, le bearing de la tourelle n'a pas été remplacé encore, donc il refaisait encore une autre demande de travail. Il dirait, il faut remplacer encore le bearing de la tourelle. 2 puis 3 fois comme ça. Puis là, finalement, le gars, c'est pas un fou. Il s'en va voir dans le système de GMAO. Bien, c'est moi qui l'ai fait, l'entretien préventif, la dernière fois. Il n'est pas sorti, il n'y a pas eu de correctif qui a été fait sur l'équipement. Bien là, moi, je vais prendre mon PM puis je vais checker, dans le fond, là, tout ce que... Check. Je n'ai pas besoin d'y retourner. Je sais c'est quoi le problème sur l'équipement. Fait que c'est ce qui était arrivé. En doublant leur quantité d'entretien préventif, bien, c'était redevenu beaucoup plus sérieux de faire des entretiens préventifs. Puis c'est sûr qu'ils avaient réussi à manger leur backlog et ils étaient beaucoup plus efficaces. D'autres questions, commentaires ou réactions violentes sur ces indicateurs-là? Est-ce que... Puis là, levez la... Oui. Ton backlog total, c'est avec les PM? Non, je n'inclus pas de PM là-dedans. Les modifs, projets, c'est dedans? J'exclus les modifs aussi. Parce que... OK, c'est, mettons, en planif ou des tout nouveaux. Fait que c'est vraiment des correctifs en soi. Puis, tu sais, je prends l'exemple, entre guillemets, avec la gang de MFQ, si je rajoute les projets là-dedans, là, ça gonfle-tu? Ça va être spectaculaire, là. OK. C'est une excellente question. On va faire un petit exercice là-dessus tantôt pour dire comment est-ce qu'on le calcule, ce 2 à 4 semaines-là. J'explique un peu la mécanique de calcul, puis je vous passerai une feuille par rapport à ça que vous pouvez prendre. Là. En fait, là, vous n'aurez même pas besoin de les prendre en photo. La feuille explique tout ça. Mais si je prends le respect de ma cédule, bien, c'est quoi le total des heures que j'ai mis ordonnancées dans cette cédule, réalisées sur cette cédule-là, sur le total des heures que j'ai ordonnancées? Bien, ça va me donner mon score. Oui, si tu veux les... Celle-là. Fait que ça va me donner mon score de respect de la cédule. Je donne un exemple sur le respect des heures de MP. Bien, c'est quoi le total de mes heures de maintenance préventive que j'ai réalisées sur le total des heures faites par toute mon équipe de maintenance. Puis là, je dis idéalement, toujours en heures. C'est ce qu'on devrait utiliser plutôt que des BT. Malheureusement, dans bien des cas, on n'aura pas assez d'informations ou pas assez d'estimés sur nos travaux, fait que les gens vont fonctionner en nombre de BT plutôt qu'en nombre d'heures. Le dernier point que j'ai vécu à un moment donné par rapport à ça, qu'est-ce que je fais si toute ma maintenance est en sous-traitance? Là, je ne ramassais pas d'heures, je n'avais pas d'informations d'heures, c'était juste des dollars qu'on voyait passer. Puis malheureusement, dans ce cas-là, on était obligé de mesurer ce respect-là d'une autre façon ou de le ramener en nombre de bons de travail qui étaient faits. Des questions sur les calculs en heures? Est-ce que vous utilisez principalement des heures ou un nombre de BT? Nombre de BT?
avec les BT, c'est pas... que je pourrais dire ça? C'est pas proportionnel à ta main-d'œuvre, parce que ta main-d'œuvre a un gros impact là-dessus. Fait que pour quelqu'un qui vient de sortir, mettons, de son cours de mécanicien, ça peut y prendre peut-être 2 heures parce qu'il ne connaît pas trop, tandis que ton ancien peut te prendre 1 heure. Fait que c'est tough à gager au niveau du temps. Fait qu'au niveau des BT, on a une plus grosse vue d'ensemble. En tout cas, c'est à mon avis. Vous pouvez mesurer les deux. C'est sûr que j'ai toujours une préférence côté des heures, parce que là, tu peux t'arriver que tu as un BT qui va durer 2 heures, puis tu as un autre BT qui dure 24 heures. Lui, il vient peser beaucoup plus fort dans la balance. Donc, idéalement, de toujours utiliser des heures. Je dirais que ce n'est pas facile. Ça prend une certaine maturité pour arriver à mesurer côté nombre d'heures. Mais c'est, je dirais presque toujours le point de départ. Les gens vont partir à mesurer un nombre de BT. Puis à un moment donné, d'augmenter votre nombre de BT qui a des temps dessus et finalement d'en arriver à mesurer en fait la charge de travail ou le respect de votre cédule avec des heures. Il y a une panoplie d'autres indicateurs. Je voulais cibler plus en premier les indicateurs de maintenance. On pourrait en avoir d'autres. On pourrait avoir des coûts de maintenance par tonne. On pourrait avoir la valeur de remplacement de l'usine. Fait que c'est quoi mon ratio de coût de maintenance versus la valeur de remplacement de mes installations? Et je pense que vous êtes tous familiers avec la notion de range time, puis on fera un petit exercice de range time par la suite. Levez la main, il y en a-tu qui suivent la valeur de remplacement? Ce n'est pas quelque chose qui est souvent suivi, mais juste un exemple de ça. J'ai un client, à un moment donné, il achète une machine, un roll-formeur à 25 millions. Et puis, là, il se rend compte, en voyant ça, de dire, OK, tu es en train de me dire que j'ai acheté un nouvel équipement, puis qu'il va falloir que je fasse de la maintenance dessus, mais je n'ai jamais budgété aucune maintenance là-dessus. C'est un peu, des fois, la pensée magique, là, côté direction, que j'installe un nouvel équipement, il est neuf, il n'y aura aucun dollar de maintenance à faire dessus. Non. Pensez à ça, là, si j'installe un équipement qui vaut, mettons, 25 millions, bien, j'ai probablement un 2 % de ce 25 millions-là qui va s'en aller en coût de maintenance supplémentaire. Fait que quand vous faites des nouvelles installations, des nouvelles acquisitions, pensez à revoir votre budget de maintenance en conséquence. Côté production, on a parlé dans les derniers jours, on a parlé de TRG. TEP, je ne suis pas sûr que beaucoup ont entendu parler de ça. Là. Taux effectif là, disons là, que c'est une espèce de TRG qui tient compte du temps que tu as besoin de l'équipement, parce que des fois, si tu es en discrete manufacturing, si tu n'es pas en continu, bien, il y a des fois que tu n'auras pas besoin de l'équipement. Donc, c'est une autre façon plus réaliste de calculer le TRG pour des équipements qui n'ont pas besoin de fonctionner tout le temps. Et coût de production par tonne, celui-là, il est plus facile à voir. Puis vous en avez peut-être d'autres mesures de production là, que vous utilisez selon le domaine que vous êtes. D'autres indicateurs encore. Des indicateurs de fiabilité. Fait que je ne voulais pas rentrer dans les indicateurs de fiabilité. Je voulais plus parler des indicateurs de processus, proprement dit. Mais on pourrait avoir le MTBF, le MTTR, qui sont les classiques qu'on apprend tout le temps à l'école. De dire, OK, le mean time between failure, fait que c'est quoi mon temps moyen de panne, puis mon temps moyen de réparation de ces pannes-là. Bien honnêtement, là, je pense que je compte ces doigts d'une main les projets ou les clients que j'ai eus qui mesuraient ces indicateurs-là. On passait beaucoup plus d'emphase sur nos indicateurs de processus, mais dans la plupart des GMAO, si votre information est toute bien rentrée, vous devriez être capable, dès que vous avez, entre guillemets, 2 BT qui ont été cochés comme panne sur un équipement, bien là, le système devrait être capable de vous calculer c'est quoi le MTBF. Fait que c'est des choses qui existent dans à peu près toutes les GMAO que j'ai vues.
et incluant aussi SAP. Il y a une case à cocher là, que tu peux définir dans ta demande de travail si c'est un BT de panne. Pour ces indicateurs-là, est-ce que c'est global ou ça fonctionne juste par machine? Par machine. Par exemple, nombre de RCA, fait que le nombre d'analyses de panne que j'ai pu faire, mais peut-être plus intéressant, puis c'était une discussion qu'on avait avec les gens de la STM, tantôt, c'est quoi mon ratio de maintenance préventive, de PM versus de maintenance corrective? Qu'est-ce qu'on mesure notre nombre de préventifs versus notre nombre de correctifs pour voir est-ce que mon programme de maintenance préventive, il me donne quelque chose? Ou finalement, non. Il n'y a jamais rien qui est... on va faire des PM sur cet équipement-là, ou on va faire des maintenances préventives, mais il n'y a jamais de correctif. Peut-être qu'on y va trop souvent, ou peut-être même que ce préventif-là ne sert à rien. Fait que c'est une façon de challenger nos entretiens préventifs. Côté gestion des stocks, est-ce qu'on mesure la rotation des stocks? Est-ce qu'on mesure, par exemple, les achats que j'ai eus sur contrat? Combien d'ententes que j'ai? Le nombre de lignes d'articles par stock, le nombre de BO, c'est toutes des choses qui peuvent être mesurées comme indicateur de performance côté gestion des stocks. Je prends un exemple, là, ça a sorti pas mal plus petit que je pensais. J'aurais aimé ça, qu'on le voit mieux. Je pense que vous allez être obligé d'aller devant l'écran si vous voulez le voir. Mais, par exemple, c'était quoi la valeur totale des stocks, la rotation des stocks, la valeur d'inventaire de pièces critiques qu'il y avait et combien de pièces critiques ça représente. Ici, il parlait du nombre de lignes qui ont servi au comptoir. Fait que dans l'exemple de ce client-là, puis c'était dans l'industrie pétrolière, quand ils ont mis en place le processus de kitting, ils voulaient voir l'impact que ça aurait sur le nombre de fois que le monde se présente au magasin. Fait que combien de fois, suite à l'implantation de mon processus de kitting, j'ai des items que je dois servir au comptoir. Le montant moyen par ligne, le montant des réceptions, le montant des sorties, le montant des retours en stock, la valeur d'inventaire des nouveaux articles créés. Fait que je crée des nouveaux articles. C'est quoi la valeur de ces stocks-là? Et côté dévalorisation, y a-t-il à un moment donné, je vais avoir des pièces qui vont devenir désuètes. Comment je me débarrasse de ces items-là? Comment je suis ça? On avait une espèce de ABC là, qui nous disait, c'est quoi le nombre d'articles qui représente mon 80 %, le nombre de SKU, surprise d'inventaire périodique. Fait que quand on faisait nos inventaires périodiques, puis là, celui-là, il est blanc parce qu'on était en train de le préparer pour dire, hey, à chaque semaine, on veut que les magasiniers aient des listes d'inventaires à aller valider côté magasin. Puis, côté approvisionnement, mon nombre de commandes, les lignes de commandes, le nombre de fournisseurs. Puis, il y avait des choses qu'on avait mis en place, les lignes avec code, sans code. On faisait un suivi de ces indicateurs-là pour voir, dire, hey, y a-t-il des gens qui devraient créer des codes parce qu'on devrait avoir à peu près des numéros pour l'achat de toutes nos pièces. Mais non, on avait du monde qui continuait à passer leur temps à réécrire à mitaine des descriptions. Et parenthèse là-dessus, c'est sûr que c'est beaucoup plus difficile à contrôler quand je fais des achats sur ligne de code que versus d'avoir un numéro de pièces pour ça. D'essayer de favoriser, d'avoir des contrats, fait qu'on avait des indicateurs dans ce sens-là. Et un cas, on avait fait un Pareto pour déterminer c'est combien d'achats qui se faisaient le plus. Fait que dans le cas présent, il y avait une ligne qui avait été mise à 200 $ d'achat pour les superviseurs de première ligne. Et il avait mis un contrôle de ça pour voir s'il s'en faisait passer quelques-unes. Est-ce que mes gars ils essayent de passer plusieurs commandes déguisées en commandes de 200 $, par exemple? Fait que tous des indicateurs de gestion des stocks. Et ça paraît peut-être un peu abusif. Ce n'était pas des choses qui étaient descendues côté plancher. C'était vraiment les gestionnaires du magasin qui suivaient tout ce tableau de bord-là.
des réactions violentes par rapport à ça. Là. Ça a l'air beaucoup d'indicateurs, mais comme je disais, c'était vraiment plus dédié aux gestionnaires de ce secteur-là. Je vous reviens plus tard avec un tableau de bord là, côté plus maintenance. On va parler du backlog. Je vais en profiter avec le backlog pour parler de tendance. Fait on a un backlog, on va voir aussi comment on le calcule. Peu importe, calculé en heures ou en semaines, mais normalement pas en nombre de bons de travail. Et un des indicateurs faciles que j'aime mettre en place, si vous n'avez pas d'estimé de temps sur vos BT, bien, regardez c'est quoi l'âge du backlog. Combien de temps, dans le fond, mon BT il vient de rentrer dans sa date de création versus la date du jour. Ça va vous donner une idée de la santé de votre backlog. Fait qu'est-ce qu'un BT, en moyenne, ça prend 260 jours à passer dans mon backlog ou ça prend 45 jours? Ça en est un qui est facile à mettre en place. De suivre l'évolution de votre backlog. Fait qu'est-ce que mon backlog? Il est stable, il monte ou il descend? Fait que s'il monte, j'ai probablement quelque chose qui me manque côté ressources. Je n'ai pas assez de ressources pour répondre à toutes mes nouvelles demandes de travail. Puis s'il descend, bien, oups, peut-être que j'ai trop de monde. Je reviens avec un exemple d'âge moyen du backlog. C'est un outil que j'utilise aussi pour faire le ménage. Fait que si vous regardez le graphique qui est là, on a une colonne puis ça m'indique pour chacune des tranches de qu'est-ce que j'ai comme BT de moins de 30 jours, de moins de 60 jours, de 90 jours, de 180, de 360. Puis là, on était monté jusqu'à 2 ans. Normalement, j'aime ça garder ça à moins d'1 an. Mais c'est-tu normal que j'aille des BT ici, 17 BT, que ça fait plus que 720 jours qui sont dans mon backlog? Ce n'est pas normal. Là. On devrait faire le ménage. Fait que c'est un indicateur qui est facile à mettre en place à tous les mois, de suivre ça. Puis, ça nous force à faire le ménage. Fait que, moi, je ne regarderai pas ce qui se passe au début. Je veux savoir qu'est-ce qui se passe ici, puis dire challenger, c'est là j'en ai, mettons, 94 puis 17 qui sont plus que 2 ans. Bien, les 17 qui sont là d'aller voir les différents départements puis dire hey, ça, là, c'est-tu encore bon, ces jobs-là, puis on va-tu le faire? Je vais juste raconter une anecdote pendant que je m'en vais porter le micro. Puis, à peu près à toutes les places que je suis passé, quand on mesure ça, là, c'est qui est souvent dans les BT les plus vieux? Avez-vous une idée? C'est-tu mécanique ou électrique? Électrique. Fait que c'est tout le temps des BT de projet électrique. Puis là, tu t'en vas voir les ingénieurs électriques ou la gang d'électrique, puis tu repasses ça avec eux autres, puis là, c'est difficile de leur faire jeter quelque chose de ça. Oui, mais on ne l'a pas fait depuis 2 ans. Non, on veut le garder. Oui, c'est ça que je voulais dire, c'est que tout ce qui dépasse 1 an et demi, c'est plus dans la catégorie projet que backlog. Souvent, oui. Et ça serait peut-être aussi le moment d'analyser est-ce que ça serait plus payant de le faire en sous-traitance que de le laisser encore traîner plusieurs mois ou plusieurs années. Dans beaucoup de cas, quand on se met à challenger ça, je vous dirais qu'on va faire le tour, puis on va se rendre compte que, oups, dans les plus vieux, là, exemple, les 94 BT que j'ai là d'1 an et plus, là, on est en train de regarder ça, puis on se dit, bien, coudonc, il me semble qu'on l'a fait dans le dernier shutdown, cette job-là, mais il n'y a jamais personne qui est allé fermer, le BT n'a pas été fermé. Fait que là, on était obligé de dispatcher du monde, d'envoyer du monde à revoir certains jobs pour s'assurer que ça avait bel et bien été fait. Y en a-t-il qui se reconnaissent là-dedans? Oui. Fait que donc, si vous voulez suivre facilement l'état de santé puis vous forcer à faire le ménage, ça n'est un facile à faire.
Je reviens côté présentation de ces indicateurs-là. En fait, toujours des graphiques en 2 dimensions. Jamais de graphiques 3D. Là, je disais ça là, souvent, je vois les fabricants de logiciels, ils ont fait des beaux graphiques en 3 dimensions, mais il faut que tu sois capable d'analyser rapidement le graphique puis de comprendre ce graphique-là. Ça ne vient pas de moi, ça vient de McKinsey, les consultants. Eux autres, ils disaient, non, tu nous présentes toujours tes graphiques en 2D. Idéalement, ascendant. Qu'est-ce que je veux dire par là? Souvent, quand tu arrives dans un tableau de bord, tu regardes ça, puis là, il y a des graphiques qui s'en vont par en haut, des graphiques qui s'en vont par en bas, puis là, on devient tout mêlé. C'est quoi le sens? Qu'est-ce qui est bon? Est-ce que la tendance doit s'en aller par en haut ou la tendance doit s'en aller par en bas? Fait que idéalement, c'est sûr que c'est plus facile, c'est plus intuitif quand ça monte. Que je prends un exemple, à un moment donné, une des usines d'Alcoa, plutôt que mesurer le taux d'absence, il mesurait le taux d'assiduité au travail. Fait que dire non, je veux que ça soit positif comme indicateur. Et mes graphiques de tendance devraient toujours être des graphiques à ligne brisée et non des histogrammes avec des barres. Fait que quand je veux suivre une tendance, je me mets un graphique en ligne. Je vais utiliser des histogrammes plus pour des exemples comme je vous montrais ici, que là, me faire un graphique avec des barres. Mais à un moment donné, je travaillais avec une compagnie de logiciels. On travaillait à développer des indicateurs de performance de maintenance. Bien, pour les développeurs, eux autres, ce n'était pas plus compliqué. Ils disaient, non, moi, je peux donner au client le choix de le présenter de telle façon ou de telle façon. Oui, mais ce n'est pas la bonne pratique. Moi, j'aurais aimé ça qu'on fixe, de dire non, tel indicateur, tu vas le présenter avec ce type de graphique-là, tel autre, tu vas le présenter avec tel autre graphique. Je vais vous faire on avait la question côté backlog. Je vais vous en donner une plus grosse pile. Fait que là, il y en a qui se posaient la question, comment est-ce qu'on mesure notre backlog en semaine? On va passer quelques feuilles. Voilà. Tu me diras si tu n'en as pas assez. T'en as-tu assez? Donc, j'explique pour qu'on comprenne bien là, l'exercice. On va regarder c'est quoi la taille de votre équipe. Fait que prenez votre équipe et ça me donne combien d'heures par semaine? Ensuite, est-ce que j'ai du temps supplémentaire qui est planifié? J'espère que non. Est-ce que j'ai de la main-d'œuvre en sous-traitance qui se rajoute à ma main-d'œuvre? Fait que je pars avec combien d'heures? Est-ce que j'ai 10 personnes à 40 heures semaine qui vont me donner un 400 heures de maintenance disponible? Et là, je vais venir enlever tout ce qui est temps improductif. Est-ce que mes lunchs sont payés? J'ai des temps de pause, j'ai des temps de douche, j'ai des vacances, j'ai des absences, j'ai du monde qui sont en formation, du monde qui sont en réunion. Vous avez peut-être un toolbox de 15 minutes à tous les matins. Vous avez peut-être loué de la main-d'œuvre. J'ai peut-être des gars de maintenance qui ont été pris pour travailler sur un autre département pour créer des maintenances préventives, par exemple, ou qui ont été mis sur des projets. J'ai-tu d'autres indirects? À toutes les semaines, à la fin de la semaine, on passe 1 heure de ménage atelier. À partir de, là, je reprends mon exemple du 400 heures que j'avais, combien qu'il me reste d'heures après que j'ai enlevé tous ces indirects-là? Ensuite de ça, je vais sortir mes urgences. J'ai-tu deux gars qui sont sur mes urgences? J'ai-tu du monde qui sont sur mes maintenances préventives et finalement, ou prédictives? Et finalement, combien de personnes il me reste pour attaquer mon backlog?
ou combien d'heures il me reste pour attaquer mon backlog? Gênez-vous pas, là, si vous avez des questions, je vais me promener dans la salle pour être capable de vous aider en lien avec ça. Fait que quand vous faites cet exercice-là, que vous avez pris, puis vous avez sorti tout l'indirect, ça devrait être ça qui vous reste pour attaquer le backlog. Puis c'est pas rare de voir, mettons, si je prends 10 gars à 40 heures semaine, 400 heures, puis que j'enlève tout l'indirect, il me reste au bout de la ligne, sur mes 10 gars, bien souvent, il me reste juste 2 gars pour faire attaquer mon backlog. Fait que c'est pas vrai que je peux prendre ce 400 heures-là puis tout l'attaquer au backlog. Fait que si j'ai 4000 heures de backlog, je vais diviser par juste mettons, ce 120 heures-là ou ce 80 heures-là qui me reste. Fait que là, ça va dire non, je n'ai pas 10 semaines, j'étais à plus qu'une vingtaine de semaines. Puis même chose, si j'avais 2000 heures, puis que je ne peux pas prendre ce 2000 heures-là, puis diviser le 400 pour calculer, puis dire, ah, là, je ne suis pas si pire, j'ai 5 semaines de backlog. Fait que de faire attention à ça. Je vais passer un petit peu plus vite sur le benchmark. Côté range time, en fait, dans les benchmarks, on parle souvent de range time. Fait que c'est quoi notre range time sur le plancher? Et aussi, on va souvent se fier au ratio là, de coût de maintenance sur valeur de remplacement. Je vais vous parler de ça dans quelques secondes. On ne prendra pas trop de temps à calculer ça, mais levez la main là, entre vous autres, y en a-tu qui ont fait des exercices de range time à l'interne pour savoir à combien vous étiez là, côté range time? Fait que mes mécanos, quand j'enlève tout ça, réception d'instructions de travail, obtenir des outils, du matériel, des déplacements, les retards, d'être inoccupé sur le site de travail, arriver tardif, départ en avance, les pauses. J'ai-tu du temps personnel excessif? J'en ai qui vont perdre du temps, vont aller aux toilettes, vont texter sur leur téléphone, vont aller fumer. Et finalement, comment de temps de maintenance il me reste au bout de la ligne? C'est bon. OK. On est-tu tous pas mal là? Voulez-vous voir c'est quoi les chiffres? Fait que, typiquement, les entreprises, puis là, je vais parler un petit peu plus côté réactif, là, quand on n'a pas de planif qui est en place. On est typiquement autour de 35 %, un tiers de notre temps côté maintenance, temps de maintenance efficace ou range time. Et pourquoi j'ai mis les 4 premiers en haut en rouge? Absolument. Fait que c'est des choses que la planification, j'ai de l'impact sur ça. Et en travailler en fait sur les 4 premiers en haut, puis essayez pas de vous battre avec ceux en bas. Fait que lorsque plus votre planification va être bien organisée, va être efficace, bien, les pertes de temps vont disparaître d'eux-mêmes. Ils vont s'en aller. Fait que, je prends un exemple à un moment donné, puis ça ne fait pas si longtemps que ça, un bris sur un convoyeur. Puis là, on demande aux équipes de travailler en rotation parce que, l'usine est arrêtée. Et là, à un moment donné, il faut déplacer ce convoyeur-là pour ramener la courroie à une certaine position. Fait que, ça avait bien été, tout le monde était très efficace. Et là, là, il faut aller se cadenasser ou décadenasser. Pouf! Là, on vient de perdre tout le monde. Ils sont partis en break, ils sont partis fumer. Puis là, on a toutes les misères du monde à retrouver notre monde pour repartir ensuite de ça, continuer notre réparation. Là. Fait que je veux travailler sur ces points-là. En fait, idéalement, je voudrais me ramasser à ça, de dire, hey, je ne voudrais pas être à 35, je voudrais réussir à être à 65 % de travail direct. Je vous dirais que ce n'est pas si évident que ça. Dépendamment des contextes. Si vous regardez aussi côté déplacement, il n'y a souvent pas de miracle à faire. Je n'éliminerai pas ces déplacements-là,
même des meilleurs, je me ramasse à facilement du 10 % de déplacement. Mais il m'est arrivé une aventure, il n'y a pas peut-être 2 ans. J'avais fait un audit dans une usine qui était à peu près la pire usine que j'ai vue dans ma vie. C'était extrêmement réactif. Là, je suis un mécano sur le terrain. On fait le toolbox ensemble. Après ça, on s'en va à l'atelier. Il prépare son chariot avec tous ses outils puis toutes ses pièces qu'il avait besoin. Il s'en va sur l'équipement. Il s'est arrêté plusieurs fois pour m'expliquer, là, ça, je fais ça de même, ça, il faut que je mesure ça, il faut que je fasse ci. On a fini la matinée là, à 80 % de range time. Et là, je me dis, wow, c'est la pire usine que j'ai vue, mais quand quelqu'un connaît la job ou qu'il a toutes les informations qu'il faut ou qu'il a toutes les pièces qu'il faut, bien oui, c'est possible d'atteindre un très haut niveau de range time. Je passe côté benchmark. Je ne sais pas si c'est des choses que vous avez déjà vues. Puis en fait, si vous regardez dans des bouquins, j'avais apporté un exemple de bouquin, il y a des benchmarks qui existent selon le type d'industrie. On ne voit peut-être pas très bien ici, mais tu sais, le premier graphique qu'on voit à gauche, c'est plus le manufacturier léger. Et typiquement, quand on regarde classe mondiale, ces gens-là sont à peu près à 2 % de valeur de remplacement. Donc, si je prends ma valeur d'usine, si j'avais à reconstruire cette usine-là, bien, je mettrais 2 % de mes coûts en coûts de maintenance. Fait que je prends une usine de quelques millions, mais je vais prendre, dans le fond, je vais multiplier par 2 %. Ça devrait me donner un ordre de grandeur de mes coûts de maintenance. Je vous raconte une anecdote là-dessus qu'on avait vécu chez Alcoa. Fait qu'à un moment donné, une des usines aux États-Unis, ils sont alimentés par un power plant au charbon. Le power plant tombe en panne. Et puis, Alcoa, pas content, il achète le power plant pour faire l'opération de ce power plant-là. Ils ont dit, on va avoir pas mal plus de contrôle si c'est nous autres les propriétaires. Là, il avait regardé les benchmarks, puis ça disait, hey, dans le power gen, bien, les meilleurs sont autour de 1 %. Fait que nous autres, on est bons. Fait qu'on va mettre 1 % de la valeur de remplacement en coût de maintenance. C'était le désastre complet là, dans l'usine. Puis là, il arrive un nouveau directeur de maintenance. Lui, il dit, ça se peut pas. Là. Il dit, faut mettre plus de budget que ça. Il demande une autre étude. Il engage McKinsey pour faire une étude de benchmark là-dessus ou sortir une étude de benchmark. Finalement, McKinsey, ce qu'ils sortent, ils disent, hey, 1 % là, c'est les barrages hydroélectriques qui sont à 1 % de valeur de remplacement. Les centrales au charbon sont à 4 %. Il a réussi à regagner avoir du budget là, pour maintenir son usine. Morale de l'histoire, faites attention à ces benchmarks-là. Assurez-vous de bien les comprendre avant d'appliquer ça, là, de dire, hey, oups, je l'ai vu aussi dans le pharma, une compagnie pharmaceutique, la direction a vu des choses comme ça. On dit, ça devrait être 2 %. Fait que là, ils ont décidé de mettre le budget à 2 %. Là, l'équipe était là, oui, mais on n'a pas eu le temps de s'organiser encore. On peut-tu s'organiser, puis après ça, on mettra on tendra à amener le budget vers 2 %. Fait que eux autres, c'était ça qu'ils disaient, là, ne faites pas ce genre de choses-là. Fait qu'il y en a. Levez la main, y en a-tu qui ont fait des études de benchmarking comme ça dans leur industrie? Pas du tout? Oui? En fait, ici, là, oui, main-d'œuvre pièce, si je prends côté maintenance, puis dans ces ratios-là, là, on voit dans le fond la première colonne qui parle vraiment mon budget de maintenance, et l'autre qui me donne, hey, ça devrait être quoi ma valeur d'inventaire? Fait qu'il y a des études de benchmark qui ont été faites selon différentes industries, que ce soit papetière, que ce soit power gen, pétrolier. Il y a plusieurs études de benchmark qui ont été faites là-dessus. Je vous amène des références là, à prendre en note. En fait, je les avais amenées avec moi un livre qui est intéressant. Là, si vous voulez regarder
des informations côté benchmarking. Vous allez retrouver des informations, dans le fond, que j'ai données, des benchmarks qu'on a parlé. Mais il y a aussi un bouquin qui existe de la SMRP, qui est une tonne de KPI. Là, je ne me rappelle pas comment il y en a exactement, là, mais il y en a une centaine de KPI à l'intérieur de ce bouquin-là. Toutes sortes d'idées de KPI de maintenance et toute l'information sur comment les calculer. Je passe, en fait, tantôt, on a vu un tableau de bord côté indicateur plus logistique. On va regarder, dans le fond, on va reparler des tableaux de bord, mais peut-être plus côté maintenance. J'aime beaucoup les théories là, en anglais du Balance Scorecard. En français, ils s'appellent les tableaux de bord prospectifs. Je n'ai jamais aimé vraiment le nom, mais la théorie de ça, ce que ça dit, c'est que dans ton tableau de bord, tu devrais avoir un axe client. Par exemple, peut-être maintenance, je suivrais le TRG de mon équipe. D'avoir un axe financier, un axe processus et un axe développement des ressources. Et ça, beaucoup de ces études-là, en fait, ça avait été développé, ça, parce que les gens trouvaient que les indicateurs de performance avaient trop une saveur financière. Dans celui-là, un exemple d'indicateur de maintenance, c'est quoi la disponibilité de mes... en fait, ce que la maintenance regardait de son client, c'est quoi la disponibilité des équipements, c'est quoi les coûts de maintenance par tonne, mon budget de shutdown, mon budget hebdo, mon inventaire de pièces de rechange, mon inventaire de pièces critiques. Ensuite, des indicateurs qui sont plus des indicateurs de processus. C'est quoi mes urgences? Bris de cédule, respect de la cédule, respect de mes PM, mes heures de maintenance préventive, mon backlog prêt, mon backlog total. Ça, c'était vraiment tous les indicateurs qu'on voyait tout à l'heure au début quand je vous parlais de mes indicateurs chouchous. Et pour finir par des indicateurs qui sont plus, entre guillemets, capital humain, dire on chiale qu'on ne donne jamais assez de formation à nos gens, est-ce qu'on devrait le mesurer dans notre tableau de bord puis de dire, hey, oui, je mesure le nombre d'heures de formation que je donne à mes gens. J'ai des problèmes de rotation de personnel, je veux le mesurer. J'ai des problèmes de taux d'absentéisme, je voudrais le mesurer. Puis après ça, finalement, c'est quoi au niveau santé-sécurité? C'est quoi mon taux de blessure enregistrable? Et une question qu'on avait par rapport à ça, qu'on a discuté tantôt, si dans mon usine, la rotation du personnel ou l'absentéisme, ce n'est pas un problème, je ne me casserais pas la tête à le mesurer. C'est comme à un moment donné, on avait une des usines d'Alcoa, il avait fait un suivi sur les BT qu'il y avait du temps. Quel pourcentage de mes BT ont des heures hommes? Là, finalement, à un moment donné, il était devenu bon, puis c'était rentré, c'était inculqué. Là, il se posait la question, est-ce que je devrais continuer à suivre cet indicateur-là? Non, moi, je ne perdrais pas de temps avec ça. Si on est rendu à 96 passés de nos BT, 97 qui avaient des heures hommes dessus, on avait atteint les objectifs qu'on cherchait. Puis en fait, de voir, peut-être pour terminer sur ce tableau de bord-là, mais de voir la relation entre les différents chiffres qu'on a, j'ai produit plus de tonnes ou moins de tonnes, puis c'est quoi l'impact sur les autres objectifs? Un exemple de tableau de bord qu'on avait, en fait, ça, c'était Alcoa Bécomo en 2007. Le projet avait parti en 2005. Ça m'a fait penser beaucoup à ce que Jean-François de Kruger disait hier. Ça a pris 2 ans. Ils sont passés d'indicateurs qui étaient très, très moyens, entre guillemets, à des... c'était pas la même usine, là. En 2 ans, là, ça avait changé énormément. C'était devenu beaucoup plus efficace. Et tous les indicateurs qu'on voyait ici, en fait, c'était... Oups, je ne paye jamais sur le bon bouton. Il y avait les indicateurs de maintenance, c'était juste ceux qu'on voyait en bas.
À ce moment-là, il mesurait juste le taux de respect de la cédule et le taux de le respect des préventifs. Les indicateurs étaient tous à la mitaine. En fait, chaque gestionnaire, dans la rencontre de direction, il allait placer à la main, il allait placer ses indicateurs, puis il y avait 20 minutes pour convaincre le reste des autres gestionnaires qui étaient en contrôle de la situation dans son secteur. Et finalement, en fait, parler d'outils de tableau de bord. Oui, on s'en vient avec des outils de plus en plus modernes. Je pense que vous avez beaucoup de monde qui est ici dans la salle qui doivent utiliser Power BI. C'est un outil assez pratique parce que je suis capable de me plugger ou de me connecter dans plusieurs bases de données différentes puis de ramener, dans le fond, des indicateurs en commun. Il y en a peut-être qui utilisent Tableau, qui est un équivalent de Power BI, Google Looker, qui est un peu la même chose, mais peut-être aussi que je suis en Excel, puis ça fonctionne pareil, et peut-être que je suis manuel comme les tableaux de couleurs que je vous montrais là, de chez Alcoa. Pour terminer avec le budget, c'était une des phrases qu'on avait tout le temps d'un des gestionnaires chez Alcoa. À toutes les fois qu'on faisait des demandes monétaires, ben c'était toujours ce qu'il nous disait, là, « show me the money ». Fait que comment ça coûte, puis je vais gagner quoi de faire cet investissement-là? Fait que en fait, là, quand je reviens dans mon jeune temps d'ingénieur, je trouvais ça irritant, les histoires de budget, parce que j'avais vu toutes sortes de situations. J'avais vu un gestionnaire à un moment donné que lui, là, toute la maintenance se passait bien, c'était proactif, tout, jusqu'à temps qu'il arrive au bout de son budget. Puis là, après ça, là, c'était strictement réactif à partir de là. Non, là j'ai épuisé mon budget, bien, on fait le moins de maintenance possible. Fait que, encore une fois, le budget, pour moi, c'est un indicateur, puis ça devrait me montrer si la situation est normale ou pas normale, puis on devrait essayer de comprendre, bien, OK, qu'est-ce qui se passe? Puis pourquoi je suis en train de déborder? C'est quoi les explications liées à ça? Pas oublier, dans le fond, que ce n'est pas un indicateur qui est proactif. Là, c'est un lagging indicator. Ça va se passer par après. Et assurez-vous que votre équipe est au courant de comment ça coûte. Fait que ça m'a surpris là, dans plusieurs organisations. Si je reprends l'exemple d'Alcoa en 2005, bien, chaque équipe par secteur revisait, dans le fond, le planificateur, le fiabiliste, les superviseurs, bien, tous les mois, faisaient un suivi budgétaire pour voir où est-ce qu'il était rendu. Tout le monde était conscient du budget. À un moment donné, je travaille dans une organisation, puis il y a un gestionnaire qui est là, qui est en charge des arrêts, puis toute l'information des coûts arrêtait à lui. Là, quand je demandais à ses superviseurs, « Hey, le dernier shutdown qu'on a fait, là, es-tu conscient? Sais-tu comment ça a coûté tel sous-traitant? » Non. Ça a coûté, mettons, 1 million, cette gang-là. Oh! T'as une minute, là, puis il n'était pas si efficace que ça, puis c'était même pas mon sous-traitant principal sur le shutdown. Ou dans un autre, ou peut-être dans le même shutdown, je pense, ça avait coûté quelque chose comme 750 000 $ de grue. Puis il y a une job qu'on avait essayé avec une nouvelle façon de faire, ça avait coûté 90 000 $ de grue. Fait que là, quand j'ai dit ça, es-tu conscient de ça? Oh, il dit, attends une minute, il dit, j'ai une autre façon, j'ai une autre idée pour faire cette job-là la prochaine fois. Fait que, impliquez vos gens dans les coûts, puis assurez-vous qu'ils sont conscient de ces coûts-là et ça va vous aider à faire des améliorations. Finalement, d'avoir un budget qui est réaliste. Oui, le benchmark que je parlais, là, autour de 2 % de la valeur de remplacement, mais assurez-vous de bien connaître c'est quoi les benchmarks dans votre secteur. Ça ne sera pas la même chose si je suis une mine ou si je suis un centre d'achat, là. Fait que vraiment, un outil de contrôle, ça ne devrait pas être une limite. Fait que ça, c'est encore un idéal de parler de budget à base zéro. Si je regarde ce que vous avez dans votre GMAO, je sais toute la maintenance que je devrais faire puis comment ça devrait coûter.
Vous avez probablement une idée aussi des correctifs que vous devez faire ou des shutdowns. Y a-t-il des remplacements majeurs que je dois faire? J'ai-tu des projets d'amélioration qui sont prévus? Et finalement, y a-t-il des gains potentiels qu'on a liés à certains projets qu'on a mis en place? Mais je devrais être capable de tout construire mon budget sur une base zéro, puis d'aller présenter ça et dire, bon, mais OK, j'ai besoin de X millions pour maintenir mes équipements. Fait-tu du sens, ça? Les faits quelquefois, c'est quand même un bon exercice, là. Tu vas finir avec un bon cartable pour expliquer tout ce que tu as documenté. Typiquement, ça va prendre quelqu'un aussi d'expérience pour être capable de savoir décortiquer ces coûts-là, de retourner dans un vieil job et dire, y a-t-il des choses qui n'avaient pas d'allure dans des jobs qu'ils ont fait précédemment, puis où les coûts ont été mal répartis. Et peut-être en vrac, là, côté budget, bien, de bien déterminer, dans le fond, qu'est-ce qui était des CAPEX, qu'est-ce qui était des OPEX. Fait qu'en fait, qu'est-ce qu'on va capitaliser, puis qu'est-ce qui va être passé à la dépense. La gestion des inventaires, puis dernièrement, j'ai vu ça souvent, en fait. Là, j'ai un client qu'eux autres sont rendus quand même une entreprise assez grosse, et pour l'instant, ils ne veulent pas gérer de budget. Fait que là, eux autres, ils sont sûrs que c'est plus profitable financièrement de passer leurs pièces à la dépense. Peut-être, mais ça a l'effet pervers qu'ils n'ont pas de contrôle sur leurs inventaires, puis qu'actuellement, ils réalisent qu'ils sont en train de perdre le contrôle, puis qu'il y a beaucoup de stock, que finalement, si on avait tout bien suivi ça dans GMAO, avec la comptabilité aussi, on ne serait peut-être pas rendu où est-ce qu'on est là. Actuellement, ils trouvent qu'ils sont dans le trouble un petit peu. Fait que ça, faire attention à ça. Et le point que j'ai de la misère, par centre de coût versus par compte de grands livres. Là, je ne sais pas si j'ai des comptables dans la salle ou des gens qui ont participé à la création de budget. Moi, c'est ce que j'ai trouvé difficile. Pour nous autres, la maintenance, ça serait facile de le créer par centre de coût. Je gère un convoyeur, je gère une machine. Là, finance, eux autres vont me sortir. Non, c'est 26 lignes que tu as besoin de me décortiquer les coûts pour ce budget-là. Là, tabarnouche, là, ça devient un exercice qui n'a pas d'allure. Là. En conclusion, vos indicateurs dépendent de la qualité de vos données. Fait que si vos données, entre guillemets, sont pas justes ou ne sont pas de qualité, bien, ça se peut que mes indicateurs soient faussés un peu. Mettez en place vos indicateurs le plus vite possible. Fait que plus vous mettez des indicateurs en place vite, plus ça va vous aider dans l'implantation de vos projets. Puis n'attendez pas qu'ils soient parfaits. Fait que pour moi, c'était de l'école que j'ai été avec Alcoa. On mettait en place des indicateurs, puis on se mettait un peu les yeux en face des trous. C'est sûr que quand on commençait, des fois, ces indicateurs-là, ils n'étaient pas beaux. Fait que, on arrive avec le tableau que vous avez vu, là, les premiers respects des PM, respect des maintenances préventives, il était à 54 Fait que là, c'était à 54 pendant 2 semaines. Là, la 3e semaine, le directeur d'usine il demande, là, allez-vous vous améliorer à un moment donné? Là? Vous êtes à 54 là, depuis 3 semaines, puis ça n'a pas l'air à s'améliorer. Ah ben non, les autres, on n'a pas besoin de les faire. Bien, OK, faites le ménage dans vos PM. Et une autre fois, j'avais eu un rapport qui avait été demandé. Avec le gestionnaire, le directeur général demandait, je veux un indicateur sur mon backlog critique. Le premier rapport qui est sorti, puis la liste des jobs qu'il y avait là-dedans, pensez-vous qu'il était content du résultat? C'était pas chic. Puis ce que ça faisait ressortir, c'est qu'il y avait plein de bons de travail qui n'étaient pas codés correctement. Fait que de dire, ben non, là, va voir, quand même que tu serais fâché après moi, ça ne donnera rien. Va voir tes superviseurs, puis explique ce que tu veux, puis demande à ce que les BT soient codés correctement. Moi, quand même, que je te filtrerai ça dans le rapport, ça ne réglera pas le problème à la source. Là. Et encore, en fait, je pense que je tombe dans mes dernières slides.
est-ce que nos indicateurs devraient être des indicateurs d'équipe ou des indicateurs individuels? Ça avait été une question chez Alcoa quand on avait fait le projet, puis j'étais avec des consultants américains. À un moment donné, on leur explique, non, tes superviseurs de production et tes superviseurs de maintenance devraient avoir les mêmes KPI. On devrait avoir, les deux devraient être, oui, le TRG, le respect de la cédule, le respect des PM, ils devraient être jugés selon ça. Puis là, à ce moment-là, on s'est fait traiter de fous. Là. On dit, vous êtes malades. Là. Et finalement, 2 ans plus tard, c'est ça qu'ils ont fait. Puis la bonification était liée à ça. Fait que j'avais des superviseurs d'opération qui étaient jugés ou en fait évalués selon le respect des maintenances préventives et le respect de la cédule aussi. Fait que la première fois que, en fait, quand ça leur a été expliqué, ils disent oui, on comprend. Là, je pense qu'il y avait une bonification qui était trimestrielle avec ça. Fait que le premier bonus, ça n'a pas bien été. Fait que là, les gars, ils disent hey, comment ça, on a eu des beaux chiffres côté production. Oui, mais côté maintenance préventive puis côté respect de la cédule, ça n'a pas été beau. OK, là, ils ont compris. Fait que là, les gars sont allés voir les gars de maintenance. Ils ont dit qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? Et on a réussi à ramener l'harmonie entre l'opération et la maintenance parce qu'effectivement, c'était un peu comme on voyait avec Kruger, c'était un peu les gants de boxe là, entre l'opération et la maintenance avant ça. Puis, tu sais, dans mes suivis d'indicateurs, est-ce que mes indicateurs sont des indicateurs de département versus des indicateurs d'usine? Fait que questionnez-vous là-dessus. Fait que est-ce que je regarde comment ça se passe, l'usinage puis l'assemblage, ou c'est un indicateur qui est global? Même chose côté mine, c'est-tu un indicateur mine puis un indicateur usine? Et finalement, peut-être qu'un côté ou l'autre, fait que peut-être que mettons, si je prends la mine, eux autres peuvent dire, oui, moi, je vais exploiter ça pour que ça soit le plus efficace possible pour moi, mais ce que je vais t'envoyer comme mélange, bonne chance, parce que toi, l'usine, tu vas avoir de la misère à opérer avec ça. Fait que de regarder à avoir des indicateurs qui vont favoriser que globalement, ça aille le mieux possible. Conclusion, j'espère que j'ai réussi à vous apprendre quelque chose côté indicateur, différence entre des indicateurs qui peuvent être proactifs versus réactifs, indicateurs de processus, comment présenter ces indicateurs-là. Oui, c'était bien beau là, dans les outils qu'on voyait hier d'avoir des beaux graphiques là, dans les outils de DMS. J'aurais aimé ça vous apporter peut-être plus de graphiques là, côté Power BI et autres. Et on a couvert benchmarking et côté budget. Questions, commentaires, réactions violentes? Je sais qu'on arrive tard pas mal.